Bonjour à tous, je suis Riyad, je suis développeur chez Automatic et je travaille sur Gutenberg. Alors on va parler il y a beaucoup de talks en fait, il y a eu beaucoup de talks sur Gutenberg globalement et surtout sur la partie utilisateur, sur la partie du pourquoi du comment de Gutenberg. Aujourd'hui ça va être différent, ça va être un talk qui je pense qui n'a pas été beaucoup abordé, c'est Gutenberg sous le capot, l'architecture de Gutenberg et ce que ça va nous apporter en tant que développeur de plugins, développeur de thèmes et développeur en général, même à l'extérieur de la communauté WordPress. Donc, rapidement, pour commencer, qu'est-ce que Gutenberg pour ceux qui ne le savent pas? Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. Donc, Gutenberg, c'est le projet qui va apporter cette notion de bloc à WordPress pour changer la manière dont on crée le contenu dans WordPress et le rendre un peu plus unifié. Ça va commencer par la refonte de la page de l'éditeur et on évoluera ultérieurement vers un page builder ou un site builder. Ça viendra dans les itérations suivantes. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire sur Gutenberg aujourd'hui. On va parler code, le plus important. Alors, lors du State of the World 2015, Matt Mullenweg nous a dit d'apprendre JavaScript profondément. Nous, les développeurs de Gutenberg, on l'a écouté. Et pas seulement parce que JavaScript c'est à la mode, mais parce que ça répond à une problématique. On n'aurait jamais pu développer Gutenberg avec l'interface qu'il a, avec de l'UI généré côté back-end en PHP. Donc, on a appris JavaScript et on a développé Gutenberg en utilisant plein de technologies. Donc, voilà une liste de technologies que Gutenberg utilise. Il y a beaucoup de buzzwords ici, mais on va voir que finalement, ces buzzwords ne sont pas très importants. Donc, Gutenberg, il est utilisé en utilisant le framework ou la librairie plutôt React pour générer de l'interface. Il stocke ses données côté client en utilisant la librairie Redux. Et il est développé en JavaScript, ECMAScript Next, donc 6, 7, etc. Et ça veut dire qu'il est compilé en utilisant Babel et Webpack. On utilise aussi des frameworks de test tels que Google Publisher, Jest, on utilise TinyMCE. Donc ça, c'est juste pour vous présenter les technologies rapidement, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment est organisé Gutenberg, comment est développé Gutenberg. Et donc, en général, dans le développement, on a deux approches différentes de construire des applications. Lorsqu'on a un projet, ou bien on va commencer par faire un projet monolithique, c'est-à-dire que les différentes parties du projet, l'authentification, l'internationalisation, les modules fonctionnels sont développés toutes en un seul bloc, donc au même endroit. Ça a ses avantages, c'est rapide à développer, c'est plus facile de communiquer entre les différentes parties, on n'a pas besoin de gérer des dépendances ou de trucs de ce genre. Mais par contre, avec le temps, si on a besoin de rajouter quelque chose qui n'a pas été prévu dès le départ, ou si on a besoin de faire évoluer une technologie, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut faire beaucoup de refactoring, etc. Donc ça, c'est une approche qui peut être valable dans certains projets. Mais pour Gutenberg, on a choisi l'approche modulaire. C'est plus une approche où on développe par modules séparés. Chaque module a sa responsabilité, donc il sait faire quelque chose et il le fait bien. Et à la fin, on a un module pour lier tout ensemble et faire le lien finalement entre ces différents modules. Pour vous donner quelques exemples, si vous êtes familier en PHP avec le framework Symfony, par exemple, la version 1 du framework Symfony, c'était un framework monolithique, donc il y avait tout ensemble. Quand on utilisait le framework, on utilisait tout ou rien. À partir de la version 2, ils ont introduit ce qu'on appelle les Symfony Components. Donc, c'est des modules séparés qu'on peut utiliser séparément ou ensemble. Et ça faisait la cohérence était faite dans le framework Symfony 2, 3, etc. Un autre exemple dans le monde JavaScript que peut-être certains connaissent, c'est Angular. Pareil, la version 1 de Angular était développée en monolithique. On utilisait tout le framework. Et à partir de la version 2, c'est la même manière. Ils ont décomposé en plusieurs composants, le router, les components, je ne sais plus, j'en passe, mais voilà. Donc, c'était décomposé en components qu'on pouvait utiliser séparément dans son propre appli ou utiliser tout le framework en commun. Donc, Gutenberg, de la même manière, il est développé au module.
qu'est-ce qu'un module Gutenberg finalement? Donc un module, ça va correspondre à un script dans WordPress. Donc on enregistre avec la fonction WP Register Script. Donc la fonction qu'on utilise pour faire ses propres scripts de plugins ou de thèmes. Et chaque module, si le module contient de l'interface, le module va aussi contenir du coup une feuille de style qui va lui être associée. Elle va être enregistrée de la même manière avec WP Register Style. Et chaque module, l'API du module est disponible dans la variable globale WP. Quelque chose. Donc si on ouvre par exemple la console dans Gutenberg, on peut taper WP entrée et on va voir la liste de tous les modules disponibles de Gutenberg on va voir ultérieurement comment les utiliser et qu'est-ce que ça va nous apporter. Et les modules sont développés de manière à être génériques, c'est-à-dire qu'on pourra les publier dans NPM, certains le sont déjà, et on pourra les utiliser même à l'extérieur de WordPress pour faire son propre front-end ou son application qui n'a rien à voir même avec WordPress. Donc ça, c'est pour les modules Gutenberg. Pour les utiliser, voilà. Pour utiliser un script dans WordPress, il suffit de le rajouter en dépendance à son propre script. Donc lorsqu'on appelle WP Register Script, par exemple là, j'utilise le module WP Components qui est défini dans Gutenberg dans mon propre script. Et là, je pourrais utiliser l'API qui me met à disposition. Pour les styles, c'est pareil. Je peux appeler WP Register Style. J'ai ma feuille de style et en dépendance, je rajoute la feuille de style dont je dépends. Par exemple, les components, vu que ça contient de l'interface, il faut que je rajoute mon style en dépendance. Alors, comment ça va se passer ma conférence? Là, on va aborder les différents modules de Gutenberg l'un après l'autre et on va essayer de développer un petit plugin sympa en commun qui va nous permettre d'insérer des photos dans Gutenberg. Donc pour chaque module, on va voir comment l'incorporer, comment l'utiliser. On va faire un peu de code pour développer le plugin. Et à la fin de chaque chapitre, si vous n'avez pas trop suivi le code, parce que ça peut arriver, je fais un petit récapitulatif de ce qu'il faut retenir de chaque plugin et comment aller plus loin. Donc le premier module que je voulais aborder, c'est le module Element. Alors qu'est-ce que le module Element? Donc, on a dit que maintenant, l'interface, il faut la faire en JavaScript. Donc, ça veut dire qu'il nous faut quelque chose pour construire. Au lieu de générer du HTML côté backend, on va construire des éléments DOM côté JavaScript. Pour ce faire, on utilise la librairie React, mais qui est un peu cachée, qui est abstraite avec ce module Element fourni par WordPress. Donc, il ne faut pas avoir peur quand on entend le mot React. Ça va être juste une librairie qui va nous offrir quelques fonctions qu'on va utiliser et je vais vous montrer comment faire ça. Donc, on ajoute notre script en dépendance à notre plugin. J'ajoute WP-element. Et voilà. Maintenant, il m'offre essentiellement deux fonctions principales, ce plugin. Donc, dans la variable globale wp.element, j'extrais les deux fonctions render et create element. Donc, avec ces deux fonctions-là, je vais finalement faire n'importe quelle interface à la fin. Donc, je continue. Là, je crée une fonction que j'appelle hello. Elle prend en paramètre un nom. Et regardons le commentaire d'abord. Et elle fait appel à la fonction EL, au fait, qui est create element, en passant H1 en paramètre, un objet vide. C'est les attributs du H1, donc j'ai rien, et le contenu du H1. Donc ça, le fait d'appeler create element, ça va générer un élément DOM H1. À l'intérieur de cet élément, il y aura hello et le nom que j'aurais donné en paramètre à mon composant hello. Et donc on a commencé par le commentaire. Sur la ligne juste avant, il y a quelque chose qui ressemble à du HTML. C'est ce qu'on appelle le JSX. Donc finalement, le JSX, ce n'est rien d'autre que des appels de fonctions. Alors c'est juste pour en fait que ça donne quelque chose que l'utilisateur a l'habitude de voir. Donc ça ressemble à du HTML. On peut composer le HTML assez facilement. Tout le monde sait faire ça. Donc on peut utiliser ou l'un ou l'autre. On utilise le JSX au niveau du code de Gutenberg, mais il n'y a rien de mal à utiliser l'appel de fonction directement si on veut éviter de faire JSX. Donc là, on vient de créer notre composant hello. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est l'afficher quelque part dans notre page. Et pour l'afficher, on utilise la deuxième fonction que le module Element met à notre disposition. Donc, c'est la fonction render. Donc là, render, j'affiche mon composant hello et je lui passe en paramètre Lyon. Ce que ça va faire, ça,
c'est que dans l'élément qui a l'ID root, ben, ça va afficher Hello Lyon finalement. C'est le contenu de notre composant dans un H1. Donc ça, c'est pour le premier module qu'on va aborder. Ce qu'il faut retenir, c'est les deux fonctions, comme je vous ai dit. Create element pour créer des éléments node DOM, où on peut utiliser JSX pour avoir une syntaxe un peu plus sympa. Et render pour prendre notre composant ou notre application React et l'afficher à un endroit bien précis du DOM. Alors, deuxième module qu'on va aborder, c'est le module plugins. Maintenant qu'on crée de l'interface en JavaScript, WordPress est extensible, il va nous falloir une manière d'étendre cette interface. Donc, jusqu'à présent, comment on faisait pour ajouter des bouts d'interface dans WordPress? On utilisait ce qu'on appelle les metabox. Donc, les metabox, c'est pour générer des bouts d'interface en PHP. Alors, le module plugins, c'est un peu l'équivalent des metabox, mais en JavaScript. C'est-à-dire que lorsqu'on va construire nos composants React, un plugin peut construire son arbre de composants d'éléments React. Il va pouvoir l'insérer à différents endroits de l'interface de WordPress en utilisant le plugin JavaScript. Donc voilà. Pour commencer, on va importer toujours en dépendance le script WP Plugins, donc le module défini dans Gutenberg. Et là, j'ai importé un autre module qui s'appelle WP Edit Post et qui va correspondre en fait au plugin qui lance Gutenberg. Donc c'est l'éditeur de Gutenberg global. Donc c'est celui qui lit tout. Pourquoi je l'ai importé ici? Parce que plugins, c'est un module générique qui va nous permettre d'enregistrer notre plugin ou notre metabox si on veut. Mais par contre, il va falloir lui dire à quels endroits on va afficher. Mon module veut rajouter de l'interface. À quels endroits? Et donc, ces endroits où on rajoute de l'interface, comment on faisait avec les metabox? Ça s'appelait des contextes. C'était une chaîne de caractères. On disait, ben, moi, je veux aller dans la side ou je veux aller dans le contexte principal. Et avec le module plugins, c'est un peu différent. Au lieu d'utiliser des contextes, on utilise ce qu'on appelle des slots. Donc, dans chaque page de WordPress, on va définir différents slots. Par exemple, dans Gutenberg, on a un slot pour ajouter, par exemple, une sidebar, un slot pour ajouter un élément de menu. On pourra imaginer ultérieurement ce même plugin utilisé dans d'autres pages de WordPress, où on aura, par exemple, des slots pour ajouter un élément dans la dashboard, des trucs comme ça. Donc, comment ça s'utilise? On récupère la fonction register plugin de wp.plugins, donc c'est l'équivalent de register metabox, par exemple en PHP. Et on récupère les slots du deuxième module que j'ai rajouté. Donc je vous ai dit, on va utiliser une sidebar et un élément de menu. Donc c'est deux endroits qu'on pourra étendre avec les plugins WordPress. Donc je récupère le slot de la sidebar et le slot de l'élément de menu. Maintenant, on va définir le composant de notre plugin. Donc, j'ai fait une fonction qui s'appelle dropIt. Donc, c'est le composant de mon plugin. Et à l'intérieur, je vais utiliser ces deux slots. Je vais commencer par utiliser le slot plugin sidebar. Je lui donne un nom, dropIt sidebar, et un titre, title. Chaque slot, il a une API qui est spécifique à lui. Il a des paramètres en entrée. Et à l'intérieur du slot, on peut mettre n'importe quelle UI du plugin. Enfin, l'interface du plugin, elle va à l'intérieur du slot finalement. Pour voir ces différents paramètres de chaque slot, il faut voir la documentation que je vais vous mettre à disposition. Et donc là, par exemple, dans ma sidebar, je lui donné un nom et j'affiche juste bienvenue dans Dropit. Ça ne fait rien de magique jusqu'à présent, c'est une sidebar vide. Et maintenant, il nous faut comment ouvrir et fermer cette sidebar. Et c'est pour ça que j'utilise le deuxième slot qui est le menu Item. Ce deuxième slot va nous permettre d'ajouter un élément de menu dans le menu de Gutenberg qui est tout en haut à droite. Et donc, ce slot, il a deux paramètres, une icône, juste pour afficher une icône à côté, j'utilise l'icône Art. On peut utiliser n'importe quelle icône qui vient des Dash Icons de WordPress. Et je lui donne une target. La target, c'est quoi? C'est en fait, quand tu cliques sur ce menu item, ça va ouvrir ou fermer quelle sidebar. Donc là, j'ai mis le même nom que j'ai mis précédemment pour la sidebar, je l'ai mis dans target. Ça veut dire que lorsque je vais cliquer sur ce bouton, ça va ouvrir la sidebar. Et le texte affiché dans le bouton, finalement, c'est Open Drop It. Voilà, donc ça, c'est mon composant qui correspond à mon plugin. Il ne me reste plus qu'à appeler le register plugin ou le register metabox
pour simplifier. Je lui donne un nom, mon plugin, je l'appelle Dropit. Et la propriété render correspond au composant que je veux afficher. Donc, qu'est-ce que ça va donner ça, au final? Donc, ce petit composant qu'on vient de faire. Voilà, je vous ai mis ici une petite démo, on va dire, de ce qu'on a fait. Pardon, je reviens. Hop. Voilà, donc dans le menu, il y a Open Dropit et ça ouvre une sidebar dans Gutenberg. Donc, voilà, ça, le composant qu'on a créé, il fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie plugins? Il faut retenir la fonction wp.plugins.registerPlugin qui permet de définir un plugin, d'enregistrer un plugin. Et le plugin peut afficher de l'interface à différents endroits que WordPress nous fournit. Dans Gutenberg, il y a 2 endroits qu'on a utilisés, la sidebar et le menu item. D'autres viendront avec le temps. Je vous ai mis un lien tout en bas, je vais vous partager les slides là. Lorsqu'on va sur ce lien, on va voir la documentation des slots définis par Gutenberg, les slots que j'ai utilisés. Voilà, le troisième module maintenant qu'on va aborder, c'est le module Components. C'est peut-être la partie la plus difficile à suivre au niveau du code pour ma présentation, mais pareil, je vais vous dire ce qu'il faut retenir à la fin. Donc voilà, pour le module Components, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie de composants graphiques finalement. Donc, au lieu que chaque plugin, s'il veut afficher un bouton ou un menu quelque part, il réinvente la roue à chaque fois, on a mis à disposition des plugins une librairie graphique de composants React réutilisables et que chacun peut utiliser dans ses propres plugins ou ses propres applications sans devoir réinventer la roue à chaque fois. On aura déjà une interface cohérente au niveau de WordPress et ça sera plus rapide pour développer nos propres plugins. Donc ça, c'est le module Components. Alors, pour le rajouter en dépendance, il faut rajouter le script WP Components et il faut rajouter la feuille de style parce que ça définit de l'interface. Donc, forcément, on a besoin de la feuille de style qui va avec. Avant d'attaquer directement comment utiliser le module Components, on va un peu améliorer notre plugin. Donc, jusqu'à présent, on avait une sidebar qui était vide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher une liste de photos dans cette sidebar. Donc, jusqu'à présent, on a vu que pour créer un composant React, c'était une fonction qui prenait en paramètre des props, ce qu'on appelle des props. Elle prend des paramètres, on appelle des props, et elle affiche des éléments DOM. Elle génère des éléments DOM. Il y a une autre manière de faire des composants React, c'est d'étendre la classe Components, qui est aussi disponible dans Element. Pourquoi il y a une deuxième manière? Parce que des fois, les composants, ils bougent avec le temps. Donc, ils ont des données qu'ils doivent afficher et ces données, ils évoluent avec le temps. Donc, la classe Components va nous permettre d'avoir ce mécanisme-là. On va enregistrer l'état de notre composant et à chaque fois que ces variables vont changer, React va s'occuper de mettre à jour l'interface automatiquement. Donc, je récupère la classe Components. J'ai une fonction qui s'appelle Search Photos qui va prendre en entrée Query et qui va faire une requête et nous renvoyer une liste de photos. Là, je n'ai pas mis le code de la fonction parce qu'il va dépendre du service qu'on utilise, de l'endroit où on va récupérer des photos. Et ce n'est pas très important pour notre talk. Donc, sachez juste qu'elle est disponible et qu'on va l'utiliser. C'est une fonction JavaScript simple. Elle va prendre une chaîne de caractères et nous renvoyer une liste de photos en promesse. Donc, je crée mon composant PhotoList qui est en Components. L'état de ce composant, il est composé d'une query, donc de la chaîne de caractères de recherche, parce qu'on va permettre une recherche de photos. Donc, la chaîne de caractères à l'instant T, elle est stockée dans state.query. Et la liste de photos qui est affichée, elle est stockée dans state.photo. Donc, l'état initial, une chaîne vide et une liste de photos vide. J'ai défini 2 méthodes aussi dans cette classe. La méthode changeQuery qui va nous permettre de mettre à jour la chaîne de caractères enregistrée dans state. Donc, c'est une méthode qu'on va appeler à chaque fois que l'utilisateur va taper quelque chose dans l'input de recherche. Elle fait juste un set state du query avec la nouvelle valeur. Donc, on a cette méthode qui est disponible. Et on a la méthode search qui va, lorsqu'on va appeler, elle va appeler la méthode search photos qui est définie plus haut. Et avec les photos qu'on a en résultat, elle va mettre à jour la variable du state photos. Donc, voilà, on a ces 2 méthodes qui sont à disposition. On a l'aspect fonctionnel du composant. Et maintenant, on va afficher l'interface de ce composant pour interagir avec le composant. Donc, c'est la méthode render. Ça correspond à ce qu'on faisait au début avec le hello, l'exemple du hello, par exemple.
Donc, on va faire un formulaire tout simple. Lorsqu'on va soumettre ce formulaire, on va appeler la méthode search qu'on a définie, donc pour mettre à jour le state. Et à l'intérieur du formulaire, j'ai un input. La valeur du input, c'est le state qu'on a défini, le state query. Et lorsque je change ce input, j'appelle l'event handler qu'on a défini dans la slide précédente, change query, pour mettre à jour le query dans le state. Et là, vous avez vu que j'ai importé icon button de wp.components. Là, je vais commencer à utiliser la librairie graphique finalement qui est disponible dans wp.components. Donc, j'affiche un bouton qui est avec une icône. Donc, c'est un composant qui est défini dans la lib. On peut lui passer n'importe quelle icône. Et je lui dis que tu es un composant de type submit, c'est-à-dire que lorsque je vais cliquer dessus, tu vas soumettre le formulaire. Voilà, je pense qu'on a fini la partie formulaire. Maintenant, il faut afficher la liste de photos. Donc, une boucle JavaScript. On prend notre tableau de photos, on map dessus. Et pour vous montrer un peu comment on peut utiliser différents composants React et les composer entre eux, donc j'appelle un autre composant React que j'appelle photo et je lui passe en paramètre la photo que je veux afficher. Donc, on va définir tout de suite ce composant photo. Donc voilà, c'est aussi il est en extends component. Il a une méthode onAddPhoto qui ne fait rien pour le moment. On va voir dans un autre chapitre comment on va développer cette méthode. Et son render, il va afficher une image. Le source de l'image, c'est la photo qu'il reçoit en paramètre, ce composant. Et je vais rajouter un petit bouton en utilisant toujours le même icon button qui était à disposition dans wp.components. Donc, j'utilise l'icône plus. Et lorsque je clique sur ce bouton, je vais appeler la méthode onAddPhoto. Donc, que je vous ai dit, ça ne fait rien pour le moment. Mais on va voir ultérieurement comment l'implémenter. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Donc, je vais vous montrer ce qu'on a fait. On a rempli notre sidebar avec un formulaire de recherche et une liste de photos. Donc, voilà, ça donne ça. Je peux mettre à jour. Et voilà, ça met à jour ma liste de photos. Par contre, j'ai un bouton plus qui ne fait rien. Donc, ce qu'il faut retenir de cette partie-là, c'est qu'on peut facilement imbriquer des composants React les uns à l'intérieur des autres pour les réutiliser et construire son interface facilement. Et on retient aussi que la librairie wp.components, elle met à notre disposition des dizaines, voire plus de composants qu'on peut utiliser juste en les injectant dans notre code et ça donne direct quelque chose qui est beau, qui correspond à la charte de WordPress sans devoir réécrire les styles soi-même et réinventer la roue. Donc, au niveau d'interface, on a des composants tels que button, icon button, drop-down, tooltip, popover. On a des menus aussi. On en a plein. Il suffit de voir le lien que j'ai mis en bas ici. Il y a la liste des composants. Et pour chaque composant, il y a un README qui explique comment l'utiliser, qu'est-ce qu'il attend comme paramètre et qu'est-ce que ça va afficher. On a aussi d'autres types de composants qui sont aussi disponibles dans cette même librairie, qui sont plus dédiés à l'accessibilité. Par exemple, un navigable container, ça va afficher un div où on va pouvoir naviguer en utilisant des flèches ou des tabulations pour switcher d'un bouton à l'autre. C'est des petits trucs utilitaires comme ça qui vont nous permettre d'aller vite et d'éviter d'avoir à les coder soi-même dans son plugin ou dans son application. Voilà pour le module Components. Un autre module important, c'est le module Data. Je pense que vous allez adorer ce module et beaucoup de personnes vont adorer. Jusqu'à présent, dans WordPress, lorsqu'on veut faire un plugin et on veut récupérer des données qui sont présentes à l'instant T dans l'interface, imaginons qu'on veut faire un plugin de l'éditeur du classique editor. Donc, il nous faut récupérer le contenu du TinyMCE, le contenu du titre. Pour ce faire, ce qu'on faisait, on allait traficoter dans le DOM, voir où est-ce qu'il est le input en question, comment récupérer de ce input, comment réagir à ce input, etc. C'est pas très extensif, c'est pas très future-proof, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des mises à jour qui vont casser ce fonctionnement, un truc comme ça. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va apporter une manière unique pour tous les plugins et tous les modules de WordPress Core de définir des données, les mettre à disponible des autres développeurs et aussi d'interagir avec ces données-là. Et c'est exactement ce que fait le module WP Data. Donc, je le rajoute en dépendance à mon script. Et pour l'utiliser, donc le premier exemple que je vais vous montrer, c'est comment récupérer des données de ce module. Alors,
on utilise ce qu'on appelle with select. Si vous connaissez React, ça s'appelle des higher order components. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. C'est en gros un higher order component. C'est quoi? On va prendre un composant React classique. Par exemple, là, j'ai un composant myBlockCount qui va prendre en paramètre un nombre et il va afficher le nombre de blocs, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un higher order component? C'est une fonction qu'on va appeler autour d'un composant. On va wrapper le composant avec cette fonction-là et elle va lui injecter des paramètres sans qu'on ait besoin de lui injecter explicitement ces paramètres de l'extérieur lorsqu'on utilise le composant. Par exemple, là, dans l'exemple que je vous montre, j'utilise with_select, je wrap mon composant myBlockCount et je lui injecte le count en utilisant le module WP-Data. Je sélectionne du module Core Editor, donc de Gutenberg, je sélectionne le getBlockCount, c'est-à-dire le nombre de blocs. Alors, le getBlockCount, ça s'appelle un sélecteur. Donc, c'est différentes fonctions qui sont à notre disposition, que chaque plugin peut mettre à disposition des autres et que les modules WordPress mettent aussi à disposition des autres pour accéder à des données qui sont disponibles. Par exemple, si on veut les données de l'éditeur, le contenu de l'éditeur, on peut faire get editor content ou quelque chose comme ça. Si on veut le titre, get post title, par exemple. Elles sont déjà disponibles, on va récupérer ces données directement dans ces composants sans devoir se casser la tête d'aller voir où est-ce qu'elles sont ces données. Donc, pour voir la liste des sélecteurs, je vous ai mis les liens. C'est la liste des sélecteurs qui sont disponibles au niveau de Gutenberg, mais sachez que chaque module peut définir sa propre liste de sélecteurs. Donc ça, c'est l'exemple pour récupérer des données. L'autre chose qu'on peut faire, c'est de lancer des actions sur les données. Et là, on va revenir à notre plugin qu'on était en train de développer et on va essayer de lancer une action lorsqu'on clique sur le bouton plus qui ne faisait rien jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va cliquer sur ce bouton plus? On va insérer finalement l'image en question dans le contenu de notre post. Ça va nous permettre de rajouter des images dans le post. Donc, pour ce faire, Gutenberg il met à disposition des actions. Donc, le with_select, ça s'utilise avec des sélecteurs. Le with_dispatch, ça s'utilise avec des actions. Une des actions que Gutenberg met à disposition, c'est l'action insert block. Ça va nous permettre d'insérer un bloc, comme son nom l'indique. Donc là, on injecte ce paramètre dans le composant photo et on va pouvoir l'utiliser dans notre composant photo qu'on avait défini tout à l'heure. Donc, la fonction onAddPhotos qui était vide, qu'est-ce qui va se passer finalement maintenant qu'on va l'appeler? On va appeler le insert photo qu'on vient d'injecter. Je lui dis, tu crées un bloc de type core image et l'URL que tu mets dans le bloc, c'est l'URL de la photo que tu as en paramètre. Parce que rappelons que le composant photo reçoit la photo en paramètre, en props. Voilà pour le module data. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a wp-data.with_select pour récupérer des données, wp-data.with_dispatch pour lancer des actions et interagir avec les données. Et chaque module met à disposition des autres des sélecteurs et des actions. Donc, il faut voir la liste pour voir ce qu'on peut faire avec chaque module. Et si on développe un plugin WordPress et qu'on veut, ou même une application à l'extérieur de WordPress et qu'on veut gérer ces données de la même manière, c'est-à-dire avec le module data et les mettre à disposition des autres. Par exemple, si je suis Yoast, j'aimerais bien mettre à disposition des autres quelques actions et quelques data pour interagir avec moi en tant que plugin. Je peux utiliser le module data pour ça. Donc, il y aura une manière unique d'interagir avec les données WordPress. Alors, notre plugin, il est quasiment fait, mais il nous reste l'internationalisation. Un plugin WordPress sans internationalisation, ce n'est pas vraiment un plugin complet. Donc, on va rajouter notre script wp.i18n. L'API de ce module, elle est assez simple si vous êtes déjà familier avec le PHP de l'internationalisation. C'est exactement les mêmes noms de fonctions, les mêmes paramètres. Donc, on récupère la fonction __. Je rajoute un placeholder à mon input et je lui dis, tu m'affiches search. Et le deuxième paramètre, c'est le domaine du module pour l'internationalisation. Donc, drop it. Donc, c'est tout pour le module internationalisation. C'est wp-i18n_ pour internationaliser un texte. Il y a d'autres fonctions pour la pluralisation, etc. Et par contre, il faut injecter les traductions dans le JavaScript. Ça se fait avec set local data. Je ne vais pas aborder ça tout de suite, mais je vous invite à voir la doc, c'est expliqué. Il y a des outils qui sont à notre disposition pour générer, par exemple, les pot files à partir des
des chaînes de caractères internationalisées dans son code JavaScript, etc. Tel qu'on le fait finalement en PHP, il y a l'équivalent JavaScript. Voilà les modules principaux qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais vous parler rapidement de quelques autres modules qui sont disponibles. Il y a le module d'accessibilité, par exemple wp.a11y.speak pour annoncer des messages de manière accessible. Le date.format pour formater les dates en utilisant les paramètres définis dans WordPress. Le module viewport qui va nous permettre de gérer le responsive, savoir quand est-ce que la taille de l'écran elle passe à telle, elle est petite ou grande, etc. Voilà. Et après, si vous voulez voir la liste complète des modules, je vous ai mis ces deux liens. Je vais voir. Hop, je ne sais pas si je peux naviguer. Hop, ça va être un peu difficile d'aller voir. Show Navigator. Bon, c'est pas très grave. Mais je vous ai mis ces liens. Le premier repository, les packages, c'est la liste des modules qui sont déjà disponibles dans NPM. Il y en a au moins une dizaine ou une quinzaine, donc je vous invite à aller voir cette liste. Et les autres qui sont spécifiques à Gutenberg et qui seront après aussi rendus génériques, elles sont disponibles dans le repository Gutenberg. C'est la liste des dossiers au fait, dans le root, dans le dossier principal de Gutenberg. La documentation de ces modules, donc chaque module a son propre README qui explique comment être utilisé, donc le README est très important. Et vous pouvez aussi voir le handbook de Gutenberg qui contient pas mal de choses aussi sur les slots, etc. Donc pas mal de documentation intéressante. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, il y a des meetings hebdomadaires sur le Slack de WordPress, Core Editor le mercredi à 16h, Core.js le mardi à 15h. On parle souvent des modules, comment les faire évoluer, comment les mettre à disposition. Et notre plugin, alors le plugin qu'on a développé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le publier ensemble. Je vais essayer de faire ça. J'espère que ça va marcher. Hop. Ça va venir. Voilà. On va le commiter ensemble directement dans le repository WordPress. Comme ça, on pourra l'utiliser. Alors, svn copy trunk tags 1.0.0 boom svn commit -m release 1.0.0. Bon, c'est pas grave, j'ai une typo, mais bon, là, le plugin il sera disponible. Vous pourrez l'installer directement dans votre application et je vais essayer de vous faire une démo rapide de ce que ça fait. Une démo live, parce que j'aime bien les démos live. Voilà, donc on ouvre notre sidebar. Je ne vous l'ai pas dit, mais je récupère les photos de unsplash.com. Donc, c'est des photos libres de droit, mais il vaut mieux citer les auteurs. Donc là, on va faire une petite recherche. Qu'est-ce qu'on a comme photo venant de Lyon? Boum. Allez, on va rajouter la place des terreaux. Et voilà, photo est disponible. Plugin fini. Hop. En fait, j'ai fini. Si vous avez des questions sur Gutenberg ou sur les modules de Gutenberg, venez me voir. Hein, j'ai le t-shirt G, je suis reconnaissable. On a du temps, Riyad, là. On peut prendre des questions. Ah ben, parfait. En live aussi. Parfait. Quelqu'un a-t-il des questions? Une question. Samy. On pose le micro sur le menton, s'il vous plaît. Même dans la barbe. Alors, j'ai deux petites questions. Enfin, je fais court. Tu parlais des slots. Est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir des slots custom? Des slots. Des slots custom. Comme la sidebar. Est-ce que finalement un plugin pourra générer ses propres slots et les exposer à d'autres Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. On peut faire assez simplement finalement. Et j'ai une toute petite question par rapport à. Enfin, chaque plugin a finalement une CSS, une JS, enfin une feuille de style et un Alors, JS. ça sera à vous de décider, au fait. Et moi, je vous conseille de commencer comme ça, une feuille un JS et une CSS.
Et par contre, au fur et à mesure qu'on est plus à l'aise avec JavaScript, essayer de faire aussi une architecture similaire en module. C'est-à-dire si lorsqu'on a par exemple une page de settings, on va lui faire son propre JS et son propre CSS. Lorsqu'on a une page par exemple qui s'intègre à Gutenberg, on a aussi un script séparé. Et si on a des trucs communs par exemple, on peut sortir aussi des modules un peu communs. Essayer de penser en fait en blocs qui ont une seule responsabilité. Un script, il doit avoir une seule responsabilité. Par exemple, un script qui va permettre de gérer les settings. Un script qui va ajouter une sidebar dans Gutenberg. Un script qui va, par exemple, permettre de se communiquer avec une API. Un truc comme ça. Et on risque pas de se retrouver avec beaucoup de ressources à charger, différentes? Alors déjà, il y a le module loader de WordPress qui s'occupe un peu d'optimiser tout ça. Et je pense pas que ça soit vraiment. Enfin, il y a quand même une problématique ici. Si on utilise, je sais pas, une vingtaine de plugins ou de trucs comme ça, ça peut augmenter les ressources. Mais enfin, si on réutilise beaucoup les modules qui sont déjà disponibles, généralement c'est des petits scripts que ça va générer au final. Après, par contre, tout ce qui est concaténation qu'on fait déjà via PHP, on pourra toujours le faire. Oui, ça se fait. Voilà, ça se fait automatiquement, la concaténation au niveau du back-end de WordPress. Ok, merci. Alors, une autre question par ici. D'abord ici. Alors peut-être un tout petit peu plus technique. Du coup, vu que React ne peut pas être utilisé directement dans le navigateur, enfin, est-ce qu'il y a une bonne façon, est-ce que vous allez expliquer dans la doc un workflow pour que les gens du coup puissent facilement compiler leurs assets en JS et puissent les déployer? Parce que là, j'imagine que finalement, ce que vous venez de commiter et de push, c'est le JavaScript en fait, c'est pas le code React qui est interprété à la volée, quoi. Oui, mais en fait... oui, on a de la documentation déjà pour expliquer comment utiliser les différents modules. Et lorsqu'on utilise les différents modules, finalement, on ne va pas utiliser React directement. Et on a des outils aussi, il y a aussi la communauté qui a fait un travail important pour mettre à disposition des outils qui facilitent finalement le bundling, mettre des configs Webpack à disposition, des trucs comme ça. Mais il ne faut pas le voir en fait comme un frein. Si le bundling nous paraît un peu compliqué, ce qui est tout à fait compréhensible au départ, il ne faut pas l'utiliser. C'est pas très important. Et après, on va ressentir le besoin petit à petit. Ou si on trouve un outil qui fait déjà le bundling pour nous, il suffit de l'utiliser et on ne se pose pas trop la question de comment c'est fait derrière. Parce que le plus important, c'est de faire son code fonctionnel. Et au bout d'un certain temps, on va se rendre compte qu'on est plus à l'aise avec ce que ça fait et on va maîtriser les outils. Et ça va être facile. Mais oui, la communauté a déjà fait un travail important. Par exemple, je peux citer Create Gutenblock. C'est un outil qui va nous permettre, lorsqu'on lance l'outil Create Gutenblock, je donne un nom, ça génère automatiquement les fichiers JavaScript qu'il faut, la config qu'il faut pour générer le script final. Voilà, à committer. Et du coup, juste un fichier package.json, il y en aura un par plugin du coup, ou est-ce qu'il y en aura un global qui sera sur le projet Je pense qu'en général, il y en aura un par plugin. Okay. Après, s'il y a des plugins qui sont vraiment très avancés, où il y a beaucoup de code, ils peuvent opter pour l'architecture multi-package JSON, c'est-à-dire multi-module. Et là, tu auras un package JSON par module de plugin. Mais ça, c'est très avancé quand même. Ouais. Je ne pense pas que la majorité des plugins vont utiliser ça. Ouais, nous, on l'utilise au sein de Gutenberg, au sein du module package, des packages WordPress. Mais pour moi, je ne vois pas les plugins l'utiliser trop souvent. OK, merci. Ouais. Une dernière question là-bas. Bonjour. C'est pas vraiment. Enfin, j'étais un petit peu surprise. On n'entend pas beaucoup parler de Gutenberg et de son intégration dans WooCommerce par rapport aux fiches produits, par exemple. Donc, est-ce que peut-être tu peux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des modules qui vont se créer? Oui. Alors, je suis pas dans l'équipe WooCommerce, donc je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais j'ai quelques échos. Et alors, ça change beaucoup les choses quand même dans la fiche. Ça change pas mal de choses. Alors WooCommerce, déjà, il fonctionnera tel qu'il fonctionne aujourd'hui avec Gutenberg au début. Ouais.
mais ils sont en train de faire un travail important pour ajouter des blocs de produits. On pourra par exemple créer sa propre page de produit en réutilisant les blocs, mettre le prix du produit, les machins, etc. Et il y aura même des templates définis où il faudra juste choisir son template, des trucs comme ça. Donc Gutenberg, il a cette notion de template qui va nous permettre de, lorsqu'on crée par exemple un produit, la page elle est déjà remplie, il suffit juste de remplir les différentes parties. Est-ce que ça répond à vos questions? On attend de voir parce que c'est vrai qu'on verra. Il y a pas mal de ressources dessus qui sont déjà disponibles. Ils expliquent au fait comment ils vont introduire et ils ont fait des articles de blog intéressants sur WooCommerce.com. J'ai cherché, hein, j'ai rien trouvé, mais bon, merci quand même en tout cas. Merci. Merci Riyad, je crois qu'on peut encore l'applaudir. Et